16 ans après la mort de l'empereur Marcus Aurelius, Rome est dirigée par les empereurs jumeaux corrompus, Geta et Caracalla. Le rêve d'Aurelius d'une Rome parfaite s'est effondré car l'agressivité des jumeaux se répand à travers l'empire et le détruit lentement, rendant ainsi la chute de la grande cité inévitable. Dans le royaume numide d'Afrique du Nord, Hanno mène une vie paisible avec sa femme Arisha. Cependant, la paix est interrompue lorsque des sirènes annoncent une invasion de l'armée romaine. En voyant la fumée s'élever de la ville, Hanno et Arisha enfilent leur armure et rejoignent le reste des citoyens pour écouter leur chef, Jugurtha, élaborer un plan de défense. Avant de partir au combat, Hanno et Arisha échangent leurs bagues et promettent de veiller l'un sur l'autre. Le couple rejoint l'équipe sur le rempart et Hanno prononce un discours inspirant. Bientôt, les navires romains dirigés par le général Acacius apparaissent sur le rivage, et les Numides ouvrent le feu avec leurs catapultes et leurs arcs. Les navires subissent de lourds dégâts, mais Acacius ordonne à ses hommes d'avancer tout en ripostant avec leurs propres catapultes et archers. Le feu se propage des deux côtés et plusieurs hommes meurent en quelques minutes. Lorsque les navires atteignent la forteresse, l'armée romaine abaisse des plateformes et envahit les lieux. Acacius continue de mener l'assaut, abattant soldat après soldat avec son épée, sans aucune pitié. Hanno fait de même de son côté, tuant les Romains à une vitesse impressionnante. Alors que les Romains pénètrent dans la forteresse en utilisant la force de leur bouclier comme protection, Arisha tire ses flèches depuis les hauteurs pour couvrir les combattants à l'épée. Lorsqu'Acacius la repère, il ordonne à ses propres archers de riposter, et Arisha est tué d'une flèche. Hanno regarde avec horreur le corps de sa femme tomber dans la mer avant d'être frappé dans le dos par un Romain et de tomber à son tour. Pendant qu'il est inconscient, Hanno voit le mythique passeur emmener Arisha dans l'au-delà. Il tente de courir après elle en criant désespérément son nom, mais à ce moment-là, son corps refait surface et il se réveille. Tout près, il découvre le cadavre de sa femme et pleure en retirant la flèche de sa poitrine avant d'être capturé par les Romains. Par la suite, Acacius revendique la ville au nom de Rome tandis que ses hommes brûlent les corps. Tous les citoyens, y compris Hanno, sont marqués au fer rouge, signifiant leur nouvelle condition d'esclaves. Ensuite, les esclaves sont envoyés à Rome par bateau. Pendant le voyage, Hanno remarque que Jugurtha a une blessure grave et l'aide à la bander. Jugurtha pense qu'il ne lui reste plus beaucoup de temps et se remémore le jour où il a trouvé Hanno, enfant perdu dans le désert. Cette scène déclenche un souvenir chez Hanno, enfant, il vivait avec une famille aimante, mais sa mère l'a envoyé loin lorsque les Romains ont attaqué leur maison. Finalement, les navires arrivent à Ostie, le port de Rome. Acacius est accueilli en héros et les empereurs jumeaux le couronnent de lauriers. Il demande une pause après la guerre pour passer du temps avec sa femme, mais les jumeaux annoncent qu'ils vont bientôt envahir la Perse et l'Inde. Les esclaves sont conduits à Antium, en périphérie de Rome, où Macrinus supervise l'entraînement des gladiateurs. Jugurtha, Hanno et quelques autres esclaves sont lâchés dans une arène d'entraînement où ils doivent affronter des babouins féroces. Des soldats cachés leur tirent des fléchettes pour les rendre encore plus agressifs, et bientôt, les bêtes sautent sur les esclaves pour les tuer avec leurs crocs. Jugurtha refuse de se battre et s'agenouille, acceptant son destin. Hanno veut le sauver des créatures, mais il est trop tard et Jugurtha meurt. Lorsqu'un babouin attaque Hanno, il le stoppe en mettant ses chaînes dans sa gueule et en lui mordant la jambe. Ensuite, il l'étrangle avec ses chaînes, ce qui impressionne Macrinus au point qu'il décide d'acheter Hanno. Plus tard, Hanno et ses amis sont envoyés dans les casernes avec le reste des esclaves de Macrinus, qui se moquent de lui en imitant des cris de babouin. Une fois nourris, ils sont présentés à Macrinus pour qu'il juge les nouvelles recrues. Hanno refuse de parler, alors Macrinus ordonne au maître gladiateur Vigo de le combattre. D'abord en position de faiblesse, Hanno reprend rapidement le dessus et démontre des compétences impressionnantes pour vaincre Vigo. Il est ensuite conduit dans les appartements privés, où Macrinus explique qu'il choisit ses gladiateurs en fonction de leur âge, et qu'Hanno en possède beaucoup. Hanno finit par parler et annonce que son but est de tuer Acacius. Macrinus lui explique qu'il pourra accomplir cela s'il gagne assez de combats à Rome. Pendant ce temps, Acacius retrouve sa femme, Lucia, fille de l'ancien empereur. Il lui avoue qu'il est fatigué de la tyrannie des jumeaux, et ensemble, ils commencent à planifier une rébellion pour restaurer la grandeur de Rome. Un peu plus tard, Macrinus amène Hanno à une fête dans la ville organisée par le sénateur Thraex. Hanno et un esclave de Thraex sont forcés de combattre à mort devant les empereurs. Au début, Hanno refuse de tuer et attaque son adversaire en utilisant des meubles et tout objet qu'il peut trouver, mais l'autre refuse d'abandonner. Hanno n'a donc pas le choix et finit par le poignarder avec une épée. Geta est très impressionné et lui demande d'où il vient. Hanno répond par une citation sur l'enfer tirée de l'Énéide de Virgile. Heureusement, les empereurs trouvent cette réponse amusante et attendent avec impatience de le voir dans l'arène. Après la fête, Macrinus réprimande Hanno pour son audace face aux empereurs et lui demande où il a appris de telles paroles. Hanno explique que sa ville avait un prisonnier romain dont il a appris quelques histoires, mais Macrinus ne le croit pas. À la grande surprise d'Hanno, il reçoit 2 pièces pour le combat et apprend que les gladiateurs peuvent économiser pour acheter leur liberté. Cette nuit-là, dans une salle secrète, Lucia et Acacius rencontrent quelques sénateurs pour partager leur plan de sauvetage de Rome. Acacius explique que l'armée romaine lui est loyale et les sénateurs acceptent de le soutenir. Quelques jours plus tard, Hanno et d'autres esclaves sont amenés à Rome pour les jeux de gladiateurs dans le Colisée. Ils sont impressionnés par l'architecture et les statues, mais remarquent aussi la pauvreté dans les rues. Macrinus retrouve Thraex et ils décident de doubler leur pari. Au Colisée, les empereurs accueillent Acacius et Lucia dans les sièges principaux tandis que la foule scande le nom du général. Après quelques paroles d'Acacius, les esclaves entrent dans l'arène et le champion gladiateur Glycéo arrive sur un rhinocéros. Hanno prend la tête du groupe et établit une stratégie pour esquiver les attaques de l'animal. Tout se passe bien au début, mais bientôt, un esclave est touché et ralentit sa course,
permettant à Glycéo de le capturer avec des bolas et au rhinocéros de le tuer avec sa corne. Puis, Anneau passe de la terre entre ses mains, ce qui rappelle à Lucia son ancien amant Maximus, le protagoniste du premier film. Le gladiateur lance de la terre sur le rhinocéros pour le distraire, puis il saute sur le côté, forçant la bête à s'écraser contre le mur. Glycéo tombe de sa monture et se blesse, mais il peut encore bouger et se précipite sur Anneau. Alors que les deux hommes s'affrontent brutalement en utilisant toutes les armes à leur portée, Geta se remémore la citation que Anneau a partagée lors de la fête, et Lucia y voit un nouvel indice. Anneau et Glycéo continuent de se battre avec férocité, ramassant chaque arme qui leur tombe sous la main. Lorsque Glycéo parvient à faire tomber Anneau au sol, Caracalla réclame du sang, mais Lucia demande grâce. Geta fait un signe de la main pour épargner Anneau, mais ce dernier refuse d'être pris en pitié par les Romains et reprend le combat. En quelques mouvements, il réussit à poignarder Glycéo, et la foule scande le mot « tue ». Cette fois, Geta baisse le pouce, et Anneau décapite Glycéo avec 2 épées. Désormais, la foule et même les autres esclaves scandent son nom. Dans les quartiers des gladiateurs, le docteur Ravi soigne les blessures de Anneau. Après le combat, Lucia se retire dans ses appartements et met en ordre les indices qu'elle a découverts ce jour-là. La citation et le geste avec la terre confirment que Anneau est en réalité Lucius, le fils qu'elle a eu avec Maximus. Lorsqu'il était enfant, Lucius était le seul héritier légitime au trône, alors Lucia l'a fait disparaître pour le protéger des conspirateurs cherchant à le tuer pour le pouvoir. Elle pleure en réalisant que son fils bien-aimé est de retour et invite Macrinus à partager un repas. Elle tente de rester naturelle en lui posant des questions sur ses esclaves, mais Macrinus perçoit qu'elle cache quelque chose. Plus tard, il mène son enquête et découvre que Lucia avait un fils qui a mystérieusement disparu. Selon les rumeurs, le défunt mari de Lucia n'était pas le père de l'enfant, car il préférait la compagnie des hommes. Ces révélations permettent à Macrinus d'assembler les pièces du puzzle. Le soir, Lucia emprunte un passage secret et rencontre un sénateur allié qui la conduit aux cellules des gladiateurs. Anneau lui révèle qu'il se souvient de son passé et de son vrai nom, mais il affirme que Lucius est mort et qu'il n'est plus que Anneau. Lucia tente de se justifier, mais Anneau, fou de rage, lui hurle dessus et la chasse. À son retour, Lucia confie à Acacius que leur fils est vivant et le supplie de l'aider, mais une servante les surprend en train de comploter. Le lendemain matin, Anneau s'entraîne avec les autres esclaves, mais Vigo, toujours amer, envoie le groupe ailleurs et oblige Anneau à manipuler seul le mécanisme de rame. À la fin de la journée, ses mains sont à vif, et Ravi les soigne tout en partageant son histoire. Il explique qu'il est un homme libre et aurait pu retourner dans sa patrie, mais il a rencontré une femme et a choisi de refaire sa vie à Rome. Le prochain combat de gladiateurs se déroulera sur des navires. L'arène est remplie d'eau, et plusieurs requins y nagent. Les adversaires attaquent avec des flèches enflammées, et chaque homme touché tombe dans l'eau et devient la proie des requins. Anneau ordonne à son équipe de continuer à ramer, et lorsqu'ils sont suffisamment proches du bateau ennemi, ils détruisent leur rame. Les flèches continuent de pleuvoir et fauchent encore quelques hommes, mais Anneau et ses compagnons ne cessent pas de ramer. Incapable de se déplacer sans rame, le navire adverse devient une cible facile. Anneau donne l'ordre d'éperonner le bateau ennemi, qui se brise en deux. Il saute alors à bord du vaisseau en train de sombrer et massacre ses ennemis un par un. Tandis que des corps chutent dans l'eau, le navire brisé est projeté contre le mur de l'arène, ce qui rapproche Anneau des tribunes principales. Il saisit une arbalète et tire sur Acacius, mais un combattant le bouscule à la dernière seconde et il rate son tir. La flèche atterrit entre les jumeaux, qui interprètent cela comme une attaque personnelle. Après le combat, les esclaves scandent de nouveau le nom de Anneau. Vigo vient le réprimander pour son geste avec l'arbalète, mais Anneau lui rétorque qu'il devrait plutôt être soulagé que la flèche ne lui ait pas été destinée. Pendant ce temps, la servante de Lucia révèle tous les secrets à Thraex. Plus tard, Macrinus se rend chez Thraex pour récupérer l'argent des paris, affirmant que cette maison lui appartient désormais. Thraex ne le paie pas avec de l'or, mais avec des informations. Un groupe de rebelles prépare le renversement des jumeaux, mais leur plan a été retardé afin de sauver un gladiateur en particulier de la reine. Cette nuit-là, les soldats du palais arrêtent Lucia à son domicile. Dans les quartiers des gladiateurs, Acacius et ses hommes s'introduisent discrètement pour libérer Anneau. Cependant, les soldats des empereurs les attendent déjà et les transpercent de flèches avant de capturer Acacius. Le couple est amené devant les jumeaux, et Geta les accuse de trahison. Acacius éclate de rire, ce qui met Caracalla hors de lui. Il saisit une épée et tente de le tuer sur le champ, mais Geta l'arrête immédiatement, déclarant que la punition doit être publique. Après leur incarcération, Macrinus conseille aux jumeaux de ne pas crucifier Acacius, car il est un héros du peuple. Pour préserver leur popularité, il suggère de l'envoyer dans l'arène à la place. Le lendemain, Ravi emmène Anneau devant le sanctuaire des champions gladiateurs. Anneau remarque que le nom de Maximus a été effacé, mais son armure et ses épées sont toujours soigneusement conservées dans sa tombe. Sur le mur, il lit l'inscription « Ce que nous faisons dans cette vie résonne dans l'éternité ». Lors du combat suivant, une garde renforcée protège les tribunes principales, et Lucia est enchaînée. Acacius est envoyé le premier dans l'arène et doit affronter plusieurs soldats de la garde prétorienne. Le combat est ardu, et il est blessé à plusieurs reprises, mais il reste un guerrier d'exception et finit par terrasser tous ses adversaires. Ensuite, Anneau entre en scène et se bat contre Acacius, plongeant la foule dans l'incertitude quant à qui soutenir. Les deux hommes sont d'excellents combattants et s'affrontent sans relâche. Finalement, Acacius, à bout de force, déclare à Anneau qu'il connaît sa véritable identité. Il lâche ses épées et lève la main en signe de reddition. Geta baisse aussitôt le pouce, mais avant que Anneau ne puisse abattre son épée, Acacius lui confie qu'il aime véritablement Lucia et qu'il aurait donné sa vie pour Maximus. Bouleversé,
Hanno laisse tomber son arme. Les empereurs, furieux, ordonnent aussitôt aux archers d'exécuter Acasius, qui est criblé de flèches. Hanno se tourne alors vers la foule et leur demande si c'est ainsi que Rome traite ses héros, prévenant que les citoyens doivent s'attendre à pire. En réponse, la foule se met à huer les empereurs. Les gardes tentent de contenir les émeutiers tandis que Geta et Caracalla quittent le Colisée sous les huées. Le soir, Macrinus rend visite à Hanno et lui demande pourquoi il a épargné Acasius. Hanno répond qu'il croit en la possibilité d'un Rome meilleur, mais Macrinus juge cette idée impossible et lui rappelle qu'il n'est qu'un instrument du pouvoir. Dans les rues, les citoyens se soulèvent en exigeant la tête des jumeaux et mettent le feu à plusieurs quartiers. Les soldats tentent de rétablir l'ordre, mais ils sont rapidement submergés par la colère de la population. Dans leurs appartements, Geta et Caracalla se disputent sur la meilleure marche à suivre. Caracalla accuse Geta d'être responsable de cette situation, et ce dernier, exaspéré, lui jette de l'eau au visage. Furieux, Caracalla quitte la pièce, immédiatement suivi par Macrinus, qui voit là une occasion de le manipuler. Il dit que Geta accusera Caracalla de tout en public, alors Caracalla devrait l'affronter. Fatigué de devoir tout partager, Caracalla attrape une lame et coupe la main de son frère. Geta l'empêche d'aller plus loin et lui rappelle qu'il l'aime, ce qui le fait hésiter. Soudain, Macrinus apparaît derrière Caracalla et guide sa main pour trancher plusieurs fois le cou de Geta avant de le poignarder. Le matin, Lucia rend visite à Hanno et lui donne la bague de Maximus. En retour, Hanno lui présente ses condoléances avant qu'ils ne se réconcilient par une étreinte. Pendant ce temps, Caracalla prend le pouvoir et annonce que son singe sera son premier consul tandis que Macrinus sera son second. Macrinus présente la tête de Geta au sénateur et explique qu'il a besoin de plus de pouvoir pour protéger leur gouvernement. Il vote alors pour le nommer chef de la garde prétorienne. Ensuite, Macrinus rend visite à Lucia et lui révèle qu'il était autrefois esclave pour son père. Il lui confie qu'il compte mettre fin à la lignée impériale en devenant empereur lui-même. Au même moment, Hanno donne la bague à Ravi et lui demande de la porter à l'armée d'Acasius à Ostie. Avant de partir, Ravi remet discrètement les clés des cellules à Hanno. Le lendemain, Ravi doit éviter plusieurs gardes avant d'atteindre le général, qui accepte immédiatement d'aider en apprenant que la bague a été envoyée par Lucius, le prince de Rome. Au Colisée, Vigo annonce que ce sera le dernier combat de Hanno et lui montre l'épée de bois de la liberté, qu'il pourra gagner s'il défend sa mère. Soudain, Hanno ouvre la porte de sa cellule et assomme Vigo avant de le tuer lentement avec l'épée de bois. Les autres esclaves sortent également de leur cellule et éliminent rapidement tous les gardes qui tentent de les arrêter. Pendant que les esclaves ouvrent la voie, Hanno se rend sur la tombe de son père pour récupérer son épée et son armure. Il garde toujours la flèche qui a tué Arisha et lui dit d'attendre son heure. Ensuite, il prononce un discours inspirant aux esclaves, qui acceptent tous de se battre pour leur liberté. Il entre alors dans l'arène et trouve Lucia attachée à un poteau, entourée de sénateurs rebelles, tandis que la foule scande son nom. Les soldats royaux entrent dans l'arène sous les huées, mais avant qu'ils ne puissent attaquer, les esclaves se précipitent pour aider Hanno à équilibrer le combat. Une bataille féroce éclate. Caracalla s'en amuse, mais Macrinus est frustré et ordonne à un commandant d'appeler la cavalerie. Cependant, cela est impossible, car la cavalerie protège la ville contre l'armée d'Acasius, qui arrive d'Ostie pour envahir Rome. Quelques soldats sont tout de même envoyés en renfort dans l'arène, où ils massacrent sans pitié esclaves et sénateurs. La foule panique et un garde tire une flèche, tuant un spectateur. C'est la goutte de trop, la foule se met à émeuter, repousse les soldats hors des gradins et entraîne la mort de nombreux civils. Profitant du chaos, Macrinus assassine Caracalla en lui enfonçant un stylet dans l'oreille. Dans l'arène, suffisamment de soldats ont été tués pour créer une ouverture et Hanno tente de secourir sa mère. À ce moment-là, Macrinus décoche une flèche qui transperce le cœur de Lucia. Elle prononce ces derniers mots d'encouragement à Hanno avant de mourir. Macrinus s'enfuit ensuite à cheval pour rejoindre l'armée aux portes de la ville, mais Hanno vole un cheval et le poursuit. Quelques minutes plus tard, la garde prétorienne rencontre l'armée d'Acasius menée par Ravi à l'extérieur de la ville. Hanno s'avance devant Macrinus et se présente comme Lucius, le véritable héritier du trône. Il se jette sur Macrinus pour le faire tomber de son cheval et le combat au corps à corps avec son épée. Macrinus se révèle être un adversaire redoutable qui brise l'épée de Hanno et l'aveugle en lui jetant de la poussière au visage. Il le pousse ensuite dans la rivière et commence à le poignarder, mais l'armure empêche la lame de pénétrer. Hanno se voit à nouveau dans l'au-delà et se remémore les derniers mots de sa mère avant de refaire surface avec une force retrouvée. Il assène un coup de poing à Macrinus avant de récupérer son épée et de lui trancher le bras, suivi d'un coup fatal au ventre. Alors que le corps de Macrinus flotte au loin, Hanno rappelle aux armées le rêve de son grand-père, une Rome idéale. Tous les soldats acclament ce discours et conviennent d'arrêter les combats. Ce soir-là, Lucius se rend dans l'arène, prend un peu du sang de Lucia et ramasse de la terre en mémoire de son père.